Merci beaucoup. Je tenais d'abord à remercier Madame Frazel de son invitation à participer à cette journée, qui est d'ailleurs fort intéressante, je le trouve. Et je voulais dire, avant de commencer, que je parlais en mon nom, mais également au nom de toutes les organisateurs et les bénévoles de ressources, qui est une association qui me tient fort à cœur, qui est une association qui a été créée pour les patients en oncologie, de manière à améliorer leur qualité de vie pendant et après les traitements. Donc, je m'adresse à vous ici aujourd'hui et j'ai une triple casquette. Je suis vice-présidente de l'association de ressources. Je suis médecin radiologue spécialisé en imagerie du sein. Et puis, je suis patiente. Et donc, c'est à ce triple titre que je vais m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, ressources, qu'est-ce que c'est? Donc, notre association a pour mission de permettre à toute personne touchée par le cancer d'avoir accès à un soutien émotionnel, physique, psychique et social. Et ça s'adresse à tous les patients, quelle que soit l'institution dans laquelle ils sont soignés. Alors, notre mission se décline en 4 axes. Donc, il s'agit d'améliorer la qualité de vie des patients en réduisant le stress, la douleur, l'anxiété, la dépression et en améliorant la tolérance au traitement. Il s'agit également d'aider à intégrer la vie active en reprenant confiance en ses aptitudes et en intégrant les nouveaux modes de fonctionnement. Il va également s'agir de créer du lien social en rompant avec la solitude, en permettant de mieux comprendre le parcours de soins. Et enfin, grâce à toute cette prise en charge, de réduire le taux de récidive et d'améliorer la qualité, la survie des patients, non seulement en modifiant nos comportements de santé, mais également en améliorant la compliance au traitement. Donc, d'où est née Ressources? Ressources est née d'un besoin commun entre une patiente, Jannick, qui est ancienne patiente mais devenue notre directrice, elle était patiente chez le docteur Velu et moi je travaillais avec le docteur Velu dans notre clinique du sein. Il a entendu nos deux besoins, c'était de créer une structure adaptée aux patientes, en relation avec l'hôpital, mais à côté de l'hôpital, de manière à créer un environnement axé sur le bien-être. Pascal Berrier et le docteur Philippe Eladat se sont joints à notre groupe. Donc, le docteur Eladat est directeur du CHIREC du CHIREC. Donc, c'est une ASBL qui est indépendante, mais soutenue par le CHIREC. Donc, c'est quand même important à signaler. Alors, notre source d'inspiration, c'est la médecine intégrative. Alors, la médecine intégrative, c'est très important parce qu'elle va permettre de conjuguer la médecine conventionnelle et les médecines complémentaires. Donc, l'idée, c'est de soigner la tumeur, bien entendu, mais de prendre en charge la globalité du patient, de rendre ainsi le patient co-responsable de son traitement et de lui donner des clés pour trouver son bien-être physique, mental et social. C'est une approche qui a été validée scientifiquement. Alors, on a 4 axes de soutien: être, manger, bouger, partager. Beaucoup d'activités sont créées autour de ces axes que nous proposons aux patients, tels que la pleine conscience, la sophrologie, le shiatsu, l'art-thérapie, les conseils en images. Dans le chapitre bouger, on propose des ateliers de marche nordique, de yoga, de qigong, du tango, la thérapie par le mouvement, mais également la revalidation physique. En ce qui concerne la rubrique manger, nous proposons des ateliers de cuisine en ligne, des conseils en nutrition et nous proposons des petits déjeuners à l'hôpital, en hôpital de jour pour les patients en traitement. Et dans l'axe partagé, nous proposons un accueil sur rendez-vous, des visites à l'hôpital de jour. Il y a des groupes de travail et de parole basés sur 3 sujets qui nous tiennent fort à cœur: adhérer à l'hormonothérapie, la reprise de la vie active et comment vivre avec ses proches. Nous organisons également des journées portes ouvertes et des conférences. Tout ceci grâce à 35 intervenants professionnels qui sont encadrés par un comité de scientifiques référents.
qui assure une supervision par une oncopsychologue et une oncocoach certifiée. Tout ça sous la houlette d'une directrice et d'une adjointe à la direction qui sont Yannick et Déborah. Donc ça, c'est voilà toute l'équipe des intervenants dans ressources. Alors, à quel moment accompagnons-nous les patients? Ce sera dès le début du diagnostic. Le diagnostic est vécu comme un moment émotionnel très fort où le patient se sent perdu et seul. Pendant les traitements, le patient est très entouré en milieu hospitalier, suivi par une équipe médicale pluridisciplinaire, mais il est souvent seul face à la maladie. Nous poursuivons l'accompagnement jusqu'à 1 an après les traitements, parce que le patient, après avoir été fort soutenu, se retrouve assez seul. Il doit réintégrer la vie active. En fait, tout cet accompagnement procure des bienfaits pour le patient, mais également pour le personnel soignant. Le patient est en effet placé au centre de l'équipe pluridisciplinaire. Il va mieux comprendre sa maladie, les traitements seront mieux tolérés et donc mieux suivis. Ce centre permet de rompre avec l'isolement et de créer un lien social. Cela va améliorer sa qualité de vie avec des répercussions au niveau du stress, du sommeil et des douleurs, va permettre de diminuer le taux de récidive et faciliter le retour à la vie active. Pour le personnel soignant, le patient ainsi mieux en charge de son traitement va être plus motivé, impliqué, mieux outillé, moins stressé et sera plus serein lors des consultations et des traitements. Donc ça, c'est une présentation de notre future maison de ressources qui est prévue fin juin, en automne, parce que malheureusement, il y a des retards, et qui sera le centre d'accueil pour les patients en face de l'hôpital Delta. Aujourd'hui, on a un centre d'accueil dans l'hôpital pour permettre aux patients de venir directement après leur traitement pour bénéficier d'un accueil et de soins spécialisés. Alors évidemment, moi dans tout ça, vice-présidente ressources, médecin, mais frappée par le cancer. Donc ça, c'est mon histoire. Et le cancer, très vite, je l'ai appelé Billy. Ma mission pendant les 8 mois à venir était de tuer Billy. Alors, quel a été l'élément déclencheur? Un dépistage. J'étais investigatrice principale dans l'étude de MyPEPS, qui est une vaste étude internationale qui va permettre d'étudier le dépistage personnalisé en fonction du risque et qui allait répondre à beaucoup de questions que je me posais depuis 30 ans. Et donc, j'avais demandé que toutes les patientes incluses fassent une mammographie. Donc, je fais ma mammographie, première patiente inclue, première patiente exclue. Donc, belle surprise, je vous présente Billy. Il n'y a aucun doute pour moi. Donc voilà, me voilà face à mes interrogations dans l'immédiat. Je ne suis pas une patiente classique puisque c'est mon métier, c'est moi qui ai vu l'image dans un premier temps. Donc, je vais skipper toutes les étapes de l'attente, des résultats, des biopsies à faire, est-ce que c'est un cancer ou pas. Donc, cette période très anxiogène que décrivent les patients, je ne vais pas la vivre. Et donc, je débute là un chemin un peu schizophrénique puisque je serai et médecin et patiente. Beaucoup d'interrogations, mais vraiment en quelques minutes. Je suis une femme, j'ai 59 ans. Heureusement, j'ai fait mon dépistage. Merci au dépistage. Bon, heureusement, c'est un cancer du sein. Je connais l'histoire, je connais le circuit et on en guérit. Oui, ma sœur a quand même fait un cancer du sein, ma cousine. Je vais quand même vite faire un test génétique pour pouvoir rassurer ma famille, mes filles, mes enfants. Et puis, question fondamentale, où vais-je me faire soigner? Donc ça, c'était assez compliqué parce que le médecin, mon médecin gynéco, ne travaille pas dans l'institution dans laquelle je travaille. Et donc, se pose vite un arbre décisionnel, A, B, C. Et puis, ce sera D, ce sera Delta, ce sera mon hôpital. Je m'y sens bien, je m'y sens chez moi. C'est un tout nouvel hôpital qui a été créé, centré sur le patient, pour que le patient s'y sente bien. Je connais l'équipe pluridisciplinaire, je me sens en confiance.
Et finalement, j'ai tellement vécu auprès de tout le personnel soignant que j'ai envie de bénéficier de toute cette approche thérapeutique et finalement d'explorer l'envers du décor, ce qui n'était peut-être pas un prérequis dans mon métier, mais finalement, tant qu'à être confronté à ça, autant le vivre en pleine conscience et pouvoir en faire bénéficier mes patients dans un second temps. Mais il me restait une question fondamentale, mais comment en parler à ma famille? Bon, pour moi, c'était assez léger et évident. Il fallait que je trouve les bons mots pour en parler à mes proches, sans trop les alarmer, mais pas trop les rassurer non plus. Finalement, comment les protéger, mais surtout, je voulais créer un cadre rassurant, mais surtout ne pas être leur pilier. Donc ça, je vais quand même devoir me faire un petit peu accompagner par toute une équipe, en fait, pluridisciplinaire. Je vais en parler à Daphné, notre oncopsychologue. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Est-ce que tu es d'accord de me suivre? Et puis surtout, d'être là pour ma famille en cas de besoin qui se ferait ressentir. Et puis, il y a Ingrid Tenissen ici, je ne vois pas ma petite souris là. Ah oui, ici. Ingrid Tenissen, qui est notre médecin de médecine intégrative. Bon, ben moi, j'y croyais, je l'avais implémenté dans Ressources, je vais le vivre et elle va me proposer des soins d'homéopathie, de phytothérapie, de sophrologie pour que j'adhère le mieux possible au traitement. Puis, si vous reconnaissez déjà notre petite Sandrine, Sandrine Leroy, notre onco-esthéticienne qui a parlé ce matin, et vraiment, c'est une fée. Et en fait, tous ces gens sont des intervenants. Ça a été une très belle équipe pluridisciplinaire et qui m'a permis de vivre ça au mieux. Alors, bon, il y a l'hôpital et puis il y a autour de l'hôpital. Ce qui me permet de signaler que bon, ben, il y a des patients qui sont seuls en fait dans cette aventure et qui n'auront pas l'occasion d'être soutenus, entourés, partagés. D'où l'importance de centres comme ressources. Moi, j'avais la chance d'être accompagnée. Ça, ce sont toutes mes copines scénologues qui ont tout de suite créé un groupe de soutien. Et puis, bon, ben voilà, mes enfants, ma famille, j'ai été très, très bien entourée et supportée. Alors, bon, ben, les traitements, Madame de Trie en a parlé ce matin et d'ailleurs très, très bien parlé. Vraiment très bel exposé pour démarrer la journée. Les traitements sont multiples, variés. Véronica, il n'y en a qu'une, donc la combinaison, elle va être unique et ça me permet d'insister en fait sur le fait que les traitements aujourd'hui sont des traitements personnalisés. Et donc, je savais qu'il y avait toute une panoplie de traitements, je connaissais la plupart des traitements. Demeurait une énigme, c'était celui de la chimiothérapie. Donc ça, toutes les patientes ne bénéficient pas de chimiothérapie. Y aura-t-il chimio ou pas? Bon, pour certains, c'est évident qu'il y en aura. Pour les d'autres, c'est évident qu'il n'y en aura pas. Moi, j'étais évidemment dans une zone intermédiaire et c'est ce que j'appréhendais le plus. Le cancer du sein avec ou sans chimio, c'est clairement pas la même maladie. Et donc, finalement, on n'est pas malade de ce cancer, on est malade des traitements. Donc ça va être quelque chose de très compliqué pour moi parce que débutent pour moi les semaines les plus anxiogènes. C'est celle de l'attente des résultats du test génétique qui sera fait sur la tumeur. Et donc, bon, c'est une grande, grande avancée technologique. C'est ce test qui va permettre de déterminer si oui ou non on sera bénéficiaire de cette chimio. Voilà, malheureusement, pour les fêtes de fin d'année, je sais que je serai dans le groupe des patientes qui bénéficieront de la chimio. Alors, bénéficier de la chimio, j'ai beaucoup de mal à le dire parce que la chimio, c'est quand même très, très lourd, c'est très compliqué et débute alors le chemin du combattant. Vraiment, ça, c'est vraiment un long, long chemin ardu, compliqué. J'ai toujours trouvé que les femmes étaient exceptionnelles dans ce chemin parce qu'elles en parlaient avec le sourire. C'est vrai. Alors moi, comme j'avais du mal à accepter le concept de la chimiothérapie, j'ai dû beaucoup débriefer avec la psychologue et l'oncologue parce que je trouvais que c'était terriblement injuste. Alors je n'avais pas de métastases ni de ganglions envahis.
de faire un traitement aussi lourd qui allait dévaster toutes mes bonnes cellules pour une malheureuse petite hypothétique cellule qui se serait échappée et dont je risquais d'avoir des effets secondaires majeurs et qui mettaient ma vie en danger. Alors voilà, en route pour l'hôpital avec mes fidèles acolytes, mon mari et ma fille pleine d'humour, baptise ma chimio. Ce sera le Ginto et Spritz, puisque l'épirubicine est rouge comme le Spritz et le cyclophosphamide est blanc comme le gin tonic. Donc c'était l'apéro du mardi midi, entouré de ma famille. Le cadre se met en place, je suis rassurée. Voilà Sandrine et Joël qui, pendant la chimio, vont vous accompagner, vous proposer des soins esthétiques. Alors, ce n'est pas que des soins esthétiques, c'est des massages, c'est de la douceur, c'est prendre contact avec le corps au moment où le corps est soumis vraiment à une dure épreuve. Beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et on avait droit à un petit soin des mains, des pieds, un soin du visage. Et finalement, la matinée se passe très vite parce qu'on est très occupé. En fait, un cancer, c'est un agenda de ministre. Il faut le savoir. Et je me suis offert le luxe de ne pas travailler pendant ma chimiothérapie. D'abord pour pouvoir explorer l'envers du décor et puis pour pouvoir accepter les effets secondaires comme ils venaient. Alors, qui dit chimio, dit perte de cheveux. Alors ça, c'est la catastrophe. Quand on parle de ça, une femme, peut-être même les hommes aussi d'ailleurs, on anticipe ça avec beaucoup d'angoisse. On sait tout ce qui se passe autour du cheveu. On le vit maintenant avec le Covid. Toutes les femmes qui n'ont pas été chez le coiffeur sont malheureuses comme des pierres. Mais quand on perd ses cheveux, c'est catastrophe. Et donc, me voilà avec une copine patiente, ce qu'on appelle les breast friends, qui me rassure, elle. Alors, ça avait été ma patiente. La voilà en train de me rassurer, me dire, écoute, Véronica, tu verras, c'est dur, mais c'est pas le plus dur. Et ce fut le mot magique parce qu'en fait, c'est vrai. C'est une étape très difficile. Pourquoi? Parce que c'est le stigmate de la maladie. Et finalement, on ne peut plus se promener en ayant bonne mine. On a la boule à zéro. Ben voilà, le regard s'attriste, le regard change, la relation change. Et, et voilà, il faut assumer. Il faut assumer. Et voilà nos amies Julie et Catherine qui ont créé Toujours Belle. Donc, Toujours Belle, c'est un magasin où des dames spécialisées dans les soins cosmétiques vont vous accompagner. Alors, Toujours Belle, je trouve que c'est un nom un peu niais, moi, au départ. Mais en fait, il a pris tout son sens ce jour-là où Nadia va proposer donc le rasage des cheveux, qui est une étape difficile, mais elle le fait avec tellement de douceur, tellement de bienveillance, tellement d'expérience que je serai accompagnée d'une copine qui sera une amie cœur, qui va me lancer le défi cap ou pas cap, quoi. Est-ce que tu vas assumer ta boule à zéro, tes petits cheveux courts bon, voilà. Et finalement, je ne serai pas effondrée. Je ne serai pas du tout effondrée quand elle me dit cap ou pas cap, est-ce que tu vas sortir avec un foulard ou tes petits cheveux? Je lui dis cap. Écoute, voilà, je vais faire une perruque. Est-ce que je la porterai ou pas? Et finalement, je ne la porterai pas. J'ai mon petit foulard fétiche que je porte d'ailleurs aujourd'hui, qui ont été offerts par mes neveux, mes enfants, mes filleuls, qui sera mon doudou pendant tout ce traitement. Et ce sera cap. Donc, je vais assumer l'accompagnement, la boule à zéro. Et je ne suis pas seule parce que toutes les dames qui étaient en chimio avec moi ont créé un petit groupe qui s'appelait Les Princesses. Et moi, j'ai trouvé que cette photo était magnifique parce qu'elles ont assumé, elles sont belles et elles sont vraiment souriantes. C'est pas un petit jeu, elles n'ont pas fait semblant et elles sont magnifiques. Et je les remercie. Et voilà, donc me voilà pendant mon parcours de soins, de vice-présidente de ressources, je deviens patiente. On nous propose des petits déjeuners à ressources. Et c'est bien agréable d'ailleurs d'avoir un petit déjeuner santé. Et voilà notre ami Juan Pacifico qui nous apprend à recréer un cil, un sourcil, à choisir les couleurs qui vont au visage. On a des accompagnements couleurs, maquillage, coiffure. Je participe aux ateliers, j'essayais de participer, mais vraiment à un maximum d'ateliers parce que les intervenants des ateliers sont vraiment des personnes extraordinaires. Là, on fait de la marche nordique
puis on bénéficie de soins, enfin j'ai bénéficié de séances de shiatsu zen. Et donc toute cette petite affaire marche bien. J'ai des piliers. Un de mes piliers, ce sera la revalidation. Donc, le sport, c'est vraiment pas ma tasse de café. Mais j'avais dit à Françoise Niquez, qui est la kiné qui a organisé la revalidation au Co à Delta, j'avais dit, bah, écoute, c'est peut-être le moment finalement de se remettre sur pied, de profiter, puisque j'ai du temps, de me remettre dans une bonne condition physique. Donc, c'est un moment capital. En fait, on a rendez-vous 2 fois par semaine avec tout un groupe pendant les traitements. Et d'abord, ça crée un lien social, un rythme dans la semaine. Et finalement, on se maintient au mouvement. Alors, je savais que le mouvement et l'activité physique, c'était quelque chose de très important. Et j'espère qu'au terme de cette journée, ce sera vraiment rentré comme une partie intégrante des traitements oncologiques. Donc, c'est dur, c'est très dur, mais c'est personnalisé. Donc, ça veut dire que moi, j'arrivais parfois là-bas avec 30 globules blancs, une tension à 7-8, mais soutenue par l'équipe et par la kiné, avec un monitoring cardiaque précis pendant toutes les séances. On va y arriver et sans cesse on nous répétera, mais l'essentiel c'est de participer. Et effectivement, après chaque séance de revalidation, on est content, on l'a fait, on est crevé, on doit parfois passer 2 heures au lit après une séance de revalidation. Moi, je me répétais comme un mantra, l'activité physique, c'est mon antidépresseur, mon anti-fatigue, il va booster mon immunité et finalement, il va réduire le risque de récidive. Donc ça nous pousse à aller pas au-delà, mais vraiment de faire du mieux qu'on peut. Et ce sera vraiment, vraiment un moment capital dans mon parcours. Alors, un autre moment capital, c'est la méditation. En fait, la méditation en pleine conscience que je pratique depuis 10 ans m'a beaucoup aidée dans ma vie professionnelle et privée. Et il fallait prendre soin de l'esprit et du corps. Mon prof de yoga me disait toujours, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Et donc, je me suis accrochée à cette méditation qui, dès le départ, m'a permis d'accepter les traitements, de les vivre du mieux que je pouvais, sans anticiper, sans me raccrocher à des pensées noires ou morbides qui peuvent interférer dans ce parcours, qui m'a permis d'accepter les effets secondaires parfois extrêmement durs de ces traitements et de me dire que finalement, il fallait vivre cette maladie au jour le jour et de prendre le temps de méditer pour que l'esprit s'apaise. Donc là, il y avait une phrase qui me revenait toujours à l'esprit, c'est que derrière tous les nuages, il y a un coin de ciel bleu et ce ciel bleu, je parvenais à l'entrevoir. Alors évidemment, tout n'est pas rose. Mi-mars, il y a une sanction sévère qui tombe, c'est la Covid et le premier confinement. Alors ça, pour moi, c'est la catastrophe parce que tout mon petit édifice, mon encadrement social, physique, psychique, émotionnel, tout ça est mis dans le placard. Ce qu'on va appeler pour les patients de la double pénibilité. Et en fait, c'est vrai. On arrivait avec une immunité très basse, fatiguée, épuisée, pleine d'effets secondaires, mais encadrée et soutenue. Et finalement, tout ça va prendre fin parce que d'abord, il n'y aura plus d'activité. Et puis, l'arrivée à l'hôpital, on est seul. Les accompagnants ne peuvent plus venir. En fait, comme on a très peu de globules blancs, ben, non seulement on a peur d'attraper le virus, mais les autres ont peur de nous le transmettre. Et puis finalement, on a très peu d'accompagnement. Donc, il va falloir vite retrouver un plan B pour vivre la suite de ce traitement du mieux qu'on peut en s'adaptant et en acceptant de nouveau. Et donc, j'ai été très en colère parce que la Covid, en fait, m'a volé mon cancer et celui des patients d'ailleurs. On était vraiment tristes parce que ça fonctionnait bien. J'ai un mari généraliste. Et donc, mon mari généraliste, ce fameux week-end du 16 mars 2020, s'est retrouvé en première ligne de guerre.
Et donc, ils ne savaient pas à quelle chose ils allaient être soumis. Ils devaient s'occuper de patients. Il avait peur du virus et il avait peur d'amener le virus à la maison. Il ne pouvait plus m'accompagner à l'hôpital. Et donc, ça a été un moment où je me suis sentie en colère et abandonnée. Donc ça, c'était vraiment pas gai. Mais, très vite, résilience, on rebondit. Ressources va proposer un accompagnement en ligne. Donc, toute la structure va rebondir très vite et on va avoir des séances, des cours de cuisine, des accompagnements psychologiques. Nos consultations se font en ligne. Alors, le contact physique manque, évidemment. C'est pas aussi bien, mais c'est quand même, on ne se sent pas abandonné. On sera entouré, encadré, on aura des cours de yoga en ligne, du qigong, les cours de cuisine, et finalement, on s'adapte et on reçoit des hugs virtuels. Et donc, tout reprend son cours. La situation est difficile, mais concomitamment, enfin moi je m'en rappelle très bien, parce que j'avais du temps, mi-mars, il commence à faire très beau. Et il fait beau de mars à juin. Donc, la situation devient compliquée, mais je m'installe sur ma terrasse. Et le soleil brille, la vie continue, et le soleil est dans nos cœurs. On continue, je continue à avoir confiance et à espérer. Bon, voilà, l'activité physique, ce seront les grandes promenades, c'est le potager, c'est l'activité extérieure, et on retombe sur nos pattes. Arrive la dernière étape du traitement, la radiothérapie. Alors, la radiothérapie, elle arrive après tous les traitements et en fait, on est déjà très, très fatigué de tout ce qu'on a subi, traversé. Ça va se passer bien, mais on doit y aller tous les jours. On en a parlé ce matin et c'est ça qui rend le traitement difficile, c'est qu'en fait, on a rendez-vous tous les jours à l'hôpital. Donc, il n'y a pas de période de répit. Et alors, moi, je vais faire appel, d'ailleurs, Madame de Trie en a parlé ce matin, je vais faire appel aux coupeurs de feu. Alors, je me dis, bon, mon côté scientifique me dit, bon, Véronique, quand même, mais puis, pourquoi? Ça ne fait pas de mal, pourquoi ne pas faire de bien? Pourquoi ne pas se priver de quelque chose qui pourrait nous faire du bien? Et finalement, c'est une interconnexion supplémentaire de quelqu'un qui pense à nous au moment où on est en séance de rayon et qui peut nous éviter les brûlures qui peuvent quand même être très, très invalidantes. Bon, alors on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'ai pas eu de brûlure et ça s'est très bien passé. En fait, même les radiothérapeutes en parlent en séance et c'est quelque chose qui commence à circuler, moins connu en Belgique, mais la France et la Suisse sont quand même très informés sur le sujet. Alors voilà, la radiothérapie se termine, on a envie de faire la fête, tout est fini. Voilà mon supporting team, très heureux. Mais moi, j'ai quand même dans un coin de mon cerveau que l'histoire, c'est un deuxième chapitre qui commence. En fait, les traitements classiques, les traitements lourds sont derrière nous, mais commence un début de traitement qui va durer 10 ans. 10 ans, c'est pas banal et ça n'est pas dénué d'effets secondaires. Donc, c'est toujours une balance bénéfice-risque. L'hormonothérapie, on le sait, réduit le risque de récidive de 50%. Mais alors, les effets secondaires sont vraiment lourds. Et quand les kinés parlent le matin, parlent de cette raideur articulaire, de ces bouffées de chaleur, de ces troubles du sommeil, voire même de dépression, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai été très surprise au lever du lit de me dire, ben voilà, j'ai 80 ans, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai beau être en mouvement, ben c'est douloureux, ça rappelle notre histoire. Et prendre tous les jours cette petite pilule, c'est pas anodin. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on a créé les ateliers de soutien, comment adhérer à l'hormonothérapie. Finalement, comme on est tout embarqué dans les mêmes effets secondaires et qu'on les connaît, le fait de participer, c'est une humanité partagée, fait qu'on va s'encourager à poursuivre ce traitement et à ne pas l'abandonner. Donc, à l'époque, j'avais créé le concept One Nolvadex a Day, Keep Breast Cancer Away. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est d'adhérer à cette hormonothérapie pendant 10 ans. Alors, reste le chapitre de la reprise du travail. C'est quand même pas anodin pour les patientes et pour moi. D'autant plus que c'était mon métier, en fait. Donc, j'allais me retrouver confrontée aux patientes. Je savais que je n'étais plus la même, mais je ne savais pas encore très bien comment.
Je m'étais dit intellectuellement, j'aurais une corde de plus à mon arc, mais il faut intégrer quand même tout ce vécu, savoir comment on va en parler, quelle posture adopter. Beaucoup de patientes savaient que je venais de traverser cette longue et pénible traversée. Et donc, j'étais accueillie à bras ouverts, mais finalement, je pense que quand même grâce à la méditation, parce que ça me permet de rester ancrée et de finalement avoir de la compassion vis-à-vis des patients, mais surtout de l'autocompassion, je pouvais garder la distance. Je partageais sans spécialement énoncer le fait que j'étais passée par là, sans l'occulter non plus, mais je parviens à garder cette distance. Et en fait, le vécu est différent parce que je savais avant la maladie, mais finalement aujourd'hui, je sais que je sais. Et ça, c'est vraiment la différence. C'est qu'on va parler de ce parcours d'une manière différente en l'ayant intégré. Et tous les éléments de ce parcours sont importants, difficiles à vivre, très différents pour chacune, mais on a une humanité commune et partagée qu'on peut mettre en commun. Alors demain, c'est quoi? C'est des projets et un très beau projet, d'ailleurs mis en place par une de nos jeunes oncologues, Corinne Grégoire et Sarah Lambert, qui a parlé ce matin, qui est psychologue et qui fait partie du projet, ont invité 10 patientes à participer à ce projet 100 km au-delà. Alors, il y a le défi, marcher 100 km pendant 5 jours. On partirait hypothétiquement, si la Covid le permet, fin juin, marcher en Islande. C'est un projet qui est soutenu, sponsorisé, encadré. Mais au-delà du fait d'aller marcher 5 jours en Islande, ce qui est quand même chouette, mais il y a toute cette préparation maintenant pour laquelle on se retrouve. Il y a un défi, il faut se surpasser. Bien, moi, je dois dire, franchement, ça fait un peu peur parce qu'on a mal partout, qu'on n'est pas dans des bonnes conditions, mais on a confiance dans notre kiné qui va nous encadrer, nous supporter, nous préparer. Et finalement, avoir des perspectives pareilles, se surpasser, avoir des défis et arriver en haut de la montagne, c'est certainement un défi intéressant à relever et qui donne un sens à la vie. Alors voilà, je vous remercie. Et c'est un témoignage personnel. Et je terminais en disant, ce qui ne tue pas renforce. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour ce beau témoignage. Moi, personnellement, je me retrouve dans toutes les étapes, forcément. Et on va passer à la séance de questions-réponses. Je pense qu'il y a une question. C'est une constatation comme nous, enfin comme moi en tout cas. C'est une dame qui vous dit très émouvant, merci pour votre témoignage. Merci aux patients et à vous d'ailleurs. Merci à vous pour votre partage. Oui, c'est vrai que c'était très émouvant et on ressent le vécu, quoi. Merci effectivement à vous pour votre partage. Moi, je retiendrai quand même qu'il y a des points positifs. Hein. Vous êtes mis au sport, à l'exercice physique. Absolument. Absolument. En tout cas, c'est un témoignage, je trouve, qui est extrêmement émouvant parce que vous en parlez avec beaucoup de positivité. La douleur, elle est là. Les défis sont nombreux. Ils sont là, mais c'est en tout cas un témoignage qui donne espoir. Et ouais. Merci à vous. Merci également à Nicole de vous avoir invité et de terminer cette journée en beauté. J'ai encore une réflexion. Mais Nicole m'a beaucoup touchée, je dois dire, a eu des mots très justes qui m'ont, parce que j'avais pas envie de préparer ça nous replonge dans l'histoire et puis il faut travailler. J'avais pas spécialement envie. Mais ce que j'ai quand même envie de dire, c'est que pendant 30 ans, je me suis dit, les femmes qui traversent ça sont quand même toutes exceptionnelles. Vraiment, les femmes là-dedans se révèlent fortes, puissantes, résilientes, ça change la vie, mais c'est toujours, enfin vraiment presque toujours, c'est vraiment positif et ça change cette manière de percevoir la vie qui est très enrichissante en fait. Ça rapproche, on a l'impression également les humains, vous parliez de votre défi de cette marche, c'est des choses que vous n'auriez pas faites certainement avant. Pas, certainement pas.
certainement pas. Et c'est important, l'humanité partagée, c'est vraiment un mot qui résonne très fort. C'est qu'en fait, quand on est ensemble, on est vraiment beaucoup plus forte. Moi, il y avait des moments où à la revalidation, j'étais par terre. Et j'étais là, encouragée, allez, vas-y, l'important, c'est de participer. Et je sortais de là, comme dit la chanson, je suis foutue, mais content. Est-ce que ça a changé la ressource? Oui, certainement. 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 Il y avait une question? Il y avait une réflexion. Enfin, c'est une dame qui dit « Bonjour, je n'ai pas de questions, mais je voudrais vraiment vous remercier pour votre témoignage si important et courageux. On entend la réalité d'une situation complexe et délicate, et en même temps, votre témoignage est rempli de beauté, espoir et force. Merci beaucoup. »